Eh bien, bonsoir à tous. Avant de commencer, Frédéric et moi, nous voudrions vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous aider. Que vous soyez derrière l'écran ou à nos côtés. Nous formons ensemble une équipe qui n'aurait aucun sens les uns sans les autres. C'est là une belle démonstration de travail de groupe et nous aurons l'occasion d'en reparler lors de cette conférence. Donc, encore merci. Avec l'été et l'énergie cancer, nous entrons dans la deuxième partie de l'année, qui est le moment d'appliquer ce qui a été travaillé lors des 6 premiers mois, et tout particulièrement le moment de mettre en œuvre ce qui a pu être perçu consciemment ou inconsciemment pendant les énergies de printemps. Le thème de ce soir, Illuminer le monde, est la 7e partie donc de notre thème annuel, Chérir le monde et servir la vie. Mais en vertu d'un rythme saisonnier particulier, c'est en même temps la suite de ce que nous avons vu il y a 3 mois avec la conférence Bélier « Écoutez le silence ». Car plusieurs logiques, en réalité, au niveau des énergies zodiacales, plusieurs logiques s'entremêlent. En effet, chaque saison est rythmée par 3 énergies. La première nous fait travailler sur le plan mental. La deuxième nous propose un travail sur le plan émotionnel et la troisième propose de mettre tout cela en œuvre sur le plan physique. Nous sommes au début de l'été et c'est pourquoi cette conférence a une résonance non seulement avec celle de début d'hiver, reliée aux énergies capricornes où nous avons vu l'art du vivre ensemble, mais aussi avec la première conférence du printemps reliée au bélier et nous en allons en parler plus particulièrement. Alors, pour pouvoir enchaîner au mieux, revoyons rapidement quelques éléments vus il y a 3 mois. Lors de la conférence Écoutez le silence, nous avons évoqué le monde mental et la nécessité du silence pour écouter ce qui cherche progressivement à se manifester. Nous avons vu combien la pensée est créatrice et comment elle crée le monde en permanence. Nous avons vu que ce sont les idées qui font le monde, et pas simplement les grandes idées philosophiques, scientifiques ou même spirituelles, mais les idées de tout un chacun au quotidien. À cet égard, nous avons mis en évidence que les pensées personnelles, colorées par l'émotionnel, le désir, les affects, nourrissent l'accroissement de l'égoïsme et du séparatisme partout dans le monde, alors que les pensées plus impersonnelles et plus globales éclairent le monde d'un jour nouveau et le font réellement progresser. C'est pourquoi nous avons cherché à comprendre comment fonctionnait le mental et comment parvenir à penser différemment. En effet, notre système de pensée est un peu comme une voiture qui roule sur un chemin en mauvais état avec des ornières importantes. Et on a beau faire et tenter de rouler à côté, on en revient toujours à rouler à nouveau dans les ornières. Et bien, de même, notre pensée, à force de se répéter, elle a creusé aussi des ornières dont il est souvent très difficile de sortir. Parfois, nous en faisons d'ailleurs le constat, sans même nous en rendre compte, par des phrases telles que « ça fait des années que je le dis et que je le répète que… » ou bien « j'ai toujours pensé que… » ou alors « comme je dis toujours… » Parfois même les ornières peuvent être beaucoup plus profondes et remonter beaucoup plus dans le temps, vous voyez, du style « comme disait ma mère » ou alors « j'entends encore mon grand-père raconter ou dire que, ou penser que… » Mais bon, voilà, ça peut durer longtemps. Voilà, donc là, vraiment, on a souvent des ornières comme ça dont il est difficile de sortir. Et pour en sortir, il est nécessaire de détourner notre mental de tout ce qui lui parvient à partir de nos mémoires. C'est vraiment essentiel, à partir des 5 sens et à partir du corps émotionnel qui souvent propose exactement les mêmes choses et de l'orienter vers les sphères vibratoires les plus subtiles, d'où viennent réellement les idées fondamentales. Et c'est pour cela que nous avons vu la nécessité de faire silence. Parce que justement, dans le brouhaha de notre quotidien, nous n'entendons toujours que les mêmes propositions et nous ne percevons absolument pas les pensées subtiles, qui sont pourtant à portée mentale. Il faut se souvenir justement à ce sujet que bien souvent les idées nouvelles nous apparaissent par un questionnement. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que si tu as la question, c'est que tu as la réponse. En fait,
Une question, c'est une réponse qui sonne à la porte de notre mental et qui nous propose de l'écouter en faisant silence sur tout ce qui encombre en permanence. Nous avons dit justement par rapport à ça, il y a 3 mois, que le silence est le berceau des idées nouvelles, l'ensemencement de demain, et que nous pourrons percevoir ses premiers fruits au début de l'été. Et ça, c'était il y a 3 mois, et bien maintenant, nous y sommes. Voilà donc ce que nous avons dit lors de cette conférence Bélier, succinctement. C'était au début du printemps pour nous aider à être le plus possible en rapport avec l'essentiel. Parce que ce temps de printemps est fondamental. Il représente le passage annuel à une spire supérieure de la spirale évolutive. Et c'est l'occasion pour l'humanité d'être inspirée, d'être en rapport avec les énergies d'unité et les énergies d'illumination plus puissamment encore qu'à aucun autre moment de l'année. Et c'est d'ailleurs à ça que nous nous étions préparés pendant les 3 mois d'hiver. Alors nous pourrions dire que maintenant que nous avons été illuminés, le printemps est passé, eh bien il faut à notre tour illuminer le monde. C'est le sujet de ce soir. Et c'est là qu'on pourrait se dire, illuminer. J'ai pas franchement l'impression d'avoir été illuminé pendant le printemps. J'ai pas vraiment noté de quoi que ce soit. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir perçu vraiment grand chose. En effet, la plupart du temps, le mois du printemps se passe sans que nous ayons véritablement conscience de progrès dans notre perception d'idées abstraites. La plupart du temps, la cause en est que notre cerveau n'est pas encore suffisamment entraîné pour percevoir les subtils changements qui se vivent dans les tréfonds de notre être intérieur. En effet, entre ce que notre mental perçoit et la capacité du cerveau à décoder cette perception, il y a souvent un grand écart. Et c'est ce qui se traduit parfois par la sensation désagréable de savoir quelque chose au fin de nous et d'être incapable d'en dire quoi que ce soit, ou alors d'une manière complètement maladroite. Ce hiatus, en fait, il se travaille et il se comble peu à peu en s'entraînant à parler ou à écrire nos pensées abstraites, par exemple en fin de méditation. Et à force d'entraînement, eh bien, ce travail se donne vraiment des résultats. On traduit de mieux en mieux tout ce que nous percevons en méditation ou dans l'abstrait et on peut le mettre en mots. Et donc, il faut savoir aussi qu'en fait, il ne nous est absolument pas demandé, pendant les mois de printemps, pendant ces mois de contact, de concevoir des idées tout à fait nouvelles, ou d'être subitement illuminé par une vérité supérieure. Ah non, pas du tout, ça nous est pas demandé. En fait, c'est à l'intérieur de nous que la lumière doit se faire progressivement. Une idée nouvelle ne veut pas dire une idée inédite, mais une idée familière que nous comprenons intérieurement d'une manière différente, et qui prend un sens nouveau, et qui nous transforme. On va y revenir. Par exemple, nous découvrons une vision plus claire de ce que peut représenter notre vie, ou bien la vie des autres, ou la vie de la planète. Peut-être, pendant ce temps-là, avons-nous perçu un peu mieux le dessein que poursuit l'humanité, ou la manière dont nous nous inscrivons, finalement, dans cette histoire. Ou bien nous entrons un peu plus dans la conception et dans le vécu de l'amour, de toute autre qualité. Il faut donc bien réaliser que l'écoute silencieuse, la méditation de groupe réalisée pendant l'énergie Bélier, le travail sur l'intention fondamentale, la volonté et le principe de conflit que nous avons vu pendant le mois du Taureau, et notre attention aux différents réseaux et aux justes relations mises en œuvre pendant le mois des Gémeaux. Tout cela, peut-être sans que nous nous en rendions compte, encore une fois, nous a ouvert, ça nous a influencé et ça nous a amené forcément à vivre différemment. Tout cela, sans même que nous nous en rendions compte, nous a amené vers plus de clarté et vers plus de lumière intérieure. Et maintenant, c'est ce petit plus d'éclaircissement, ce petit plus de clarté que nous avons à partager à travers nous et autour de nous. Mais, par conséquent, rien de plus normal si jusqu'ici nous n'avons rien perçu de tout cela. Parce que ce n'est pas au moment où nous cherchons à maintenir un silence orienté vers la lumière, l'amour ou la volonté, que nous pouvons en même temps avoir conscience des effets produits sur notre vie et sur nos pensées. Par contre, c'est maintenant que tout ceci va se réaliser grâce aux 3 énergies d'été, Cancer, Lion et Vierge. C'est maintenant que nous allons nous efforcer d'être co-créateurs envers la société, le monde, en réalisant en même temps les changements apportés dans notre propre vie. C'est maintenant que nous allons illuminer le monde.
Alors évidemment, illuminer le monde, dit comme ça fait un peu grandiose. On se dit, oui, bon, ok. Mais en fait, il faut se rendre compte que même lorsqu'on se contente d'allumer une toute petite bougie dans une pièce sombre, on l'illumine, tout à fait nettement, on y voit clair. Et donc, illuminer le monde ne nous confronte donc pas à l'impossible, mais simplement à notre modeste participation pour éclaircir de plus en plus une pensée mondiale, encore marquée par l'obscurantisme du moi personnel, qui ne voit rien au-delà de ses intérêts immédiats. Et donc, en fait, ça va nous demander juste d'apporter notre petite bougie à l'ensemble pour faire croître la lumière de l'humanité. Fondamentalement, comme nous l'avons vu la fois dernière, tout est lumière. Le réseau de l'esprit, le réseau de l'âme et le réseau éthérique sont des réseaux de lumière complètement imbriqués, en interaction. La lumière du monde est un ensemble de réseaux d'énergie vibrant à des échelles différentes, du plus haut jusqu'au plus bas. Et c'est cette lumière universelle que nous cherchons à interpréter en termes de lois et de principes, d'où découleront ensuite quantité d'idées à mettre en œuvre sur le plan mental concret, sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Et c'est à ce travail de conversion que nous invitent les énergies de ce mois-ci. Et le travail commence sur le plan mental. Alors, pour bien comprendre en quoi consiste ce travail d'illumination, il peut être intéressant de rappeler brièvement la quête de compréhension du monde que poursuit l'humanité depuis très très longtemps et qui nous donnera une petite indication sur là où justement nous en sommes dans cette histoire. À ces lointains débuts, l'humanité, tout comme les animaux, était simplement dotée d'une intelligence pratique. Et peu à peu, à mesure que le mental se développait, elle a commencé à se poser des questions sur ce qui l'environnait. Qu'est-ce que le soleil? Qu'est-ce que la lune? La pluie, l'orage, le jour et la nuit, la mort, l'amour, etc. Puis lorsque la conscience de soi s'est développée, la question du sens de l'existence, de la nature, de l'origine et du but de l'humanité s'est posée de plus en plus. Alors, régulièrement, heureusement, de grands sages apparaissaient pour guider les pas de l'humanité. Et ils donnaient des enseignements à la mesure de ce que les gens pouvaient entendre, pouvaient comprendre, et des vérités utiles pour franchir le pas suivant, là où ils en étaient. Toutefois, s'ils éclairaient progressivement la conscience de l'humanité, ils n'apportaient pas du tout de réponse sur le monde extérieur, rien de scientifique. En effet, tout expliquer à quelqu'un étant le meilleur moyen pour supprimer en lui tout élan de recherche, il laissait sciemment l'humain à sa soif de réponse pour stimuler en lui le développement du mental. Et c'est ce qui s'est passé. Alors il arrivait un moment où l'humain avait éveillé un mental capable de poser des questions, mais encore tout à fait insuffisant pour y répondre d'une manière rationnelle. Il était pourtant indispensable de trouver des réponses par besoin fondamental de cohérence pour avoir des repères et donner un sens à tout ce qui existe. Alors l'humanité s'est servie de l'imagination pour répondre à toutes les questions qu'elle se posait. Les étoiles étaient des petits trous dans la voûte céleste, par lesquels la pluie tombait d'ailleurs. En Chine, le soleil était avalé par un dragon tous les soirs à l'ouest, avant d'être craché chaque matin à l'est. Mais comme le dragon ne faisait pas ça spontanément et qu'on craignait qu'il garde le soleil dans sa bouche le matin, eh bien des personnes étaient donc chargées, avec des cymbales et des tambours, de faire grand bruit pour effrayer le dragon, de manière à ce qu'il relâche le soleil chaque matin. Et c'était vrai, puisque ça marchait, à tous les coups. Donc c'était vraiment une vérité. Et ainsi, en mélangeant des enseignements de sages, des interprétations de ces enseignements, des sensations, des peurs, de l'imagination, des impressions issues du milieu environnant, et donc très variables d'une civilisation à l'autre, l'humanité a donné des explications sur tout ce qui l'entourait, conférant ainsi une cohérence au monde dans lequel il vivait. Alors bien sûr, maintenant on peut balayer tout ça en parlant d'un ensemble de superstitions et d'imagination débordantes, mais si ce ne sont pas en effet des explications scientifiques, un regard attentif qui voit au-delà des apparences pourra toujours percevoir à travers les mythes et les légendes
se profilait une certaine sagesse, derrière quelquefois le fatras imaginé. Et ça, c'est vraiment important à y aller voir de plus près. Et puis en Europe, à partir du XVIIe siècle, le mental s'est particulièrement développé. Et la science naissante a commencé à donner des réponses à tous les phénomènes physiques sous forme de lois. Tout ce qui était jusqu'ici imaginé devenait rationnel. En fait, ce n'étaient que des phénomènes mis en œuvre par des lois physiques. Et c'est en ce sens que l'on peut dire que les scientifiques ont illuminé le monde progressivement en révélant que tout fonctionne selon des lois. Et d'ailleurs, ils continuent ce travail chaque jour. Et même si on a cru, un court moment, au moment du XIXe siècle, que tout était compris, qu'on avait résolu tous les mystères du monde, la suite, avec l'arrivée en particulier de la physique quantique, a révélé très très rapidement que bien des mystères demeurent et que cette quête est vraisemblablement sans fin, tout comme l'univers lui-même. On a même cru d'ailleurs un temps que les scientifiques allaient également illuminer le monde du point de vue intérieur et révéler enfin la nature, l'origine et le but de l'humain, révéler les mystères de la mort et de la naissance et nous faire comprendre ce qu'est l'amour et même peut-être nous apporter la preuve ou pas de l'existence de Dieu. Mais les scientifiques eux-mêmes ont décrété que le monde intérieur échappait complètement au processus de preuve objective utilisé par les sciences physiques et qu'ils ne pouvaient en aucun cas se prononcer sur ces phénomènes. Alors, dans tous ces domaines, l'humanité a continué d'imaginer et de croire ce que bon lui semblait. Et chacun selon sa sensibilité vibratoire, chacun selon ses opinions, ses croyances, sa civilisation, a abordé la vie intérieure à partir de sensations et de croyances. Et des grands courants se forment et unissent pratiquement tous ceux qui finalement s'y reconnaissent. Alors pendant longtemps, il a semblé que, effectivement, la vie intérieure échappait totalement au monde des lois. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains courants psychologiques, désireux de fonctionner comme une science objective, tentent de réduire l'être humain à un ensemble de fonctionnements purement physiologiques et comportementaux, beaucoup plus faciles à mettre en loi que la vie intérieure elle-même. Mais, au XXe siècle, en Occident, la généralisation de la scolarisation va donner un élan décisif au développement du mental. Et c'est alors qu'en prévision de cet épanouissement, que des enseignements ésotériques ont été publiés, en présentant des réponses fondamentales aux grandes questions abstraites de la vie intérieure, encore une fois sous forme de loi et sous forme de principe. Tout était loi, tout était principe. Oh, ces enseignements existaient déjà depuis fort longtemps, mais ils n'étaient pas divulgués d'une manière aussi large. Et puis souvent, ils étaient présentés sous forme symbolique, assez obscure. Et puis de plus, ils étaient souvent enseignés en général au sein d'organisations initiatiques, c'était donc pas forcément à la portée de tout le monde. D'un seul coup, ces enseignements publiés, disponibles dans toutes les librairies, ont changé les choses. Parce que selon ces enseignements, il est possible de concevoir la nature, l'origine et le but de l'humanité. On est parfaitement capable de comprendre exactement ce que sont la naissance et la mort, à quoi correspond ce que nous appelons amour. Parce que tout cela, ce sont les effets de lois fondamentales. Donc, tout ça, c'est compréhensible. Alors, nous voici en présence de deux corpus théoriques. L'un pour le monde intérieur et l'autre pour le monde extérieur. Voilà de quoi à nouveau illuminer le monde. Et si certains ont vécu cela comme une libération, d'autres refusent cet aspect. Parce que ça remet en question tout ce à quoi ils tiennent depuis longtemps. Des ressentis, des croyances, la liberté d'imaginer et d'interpréter comme ils le sentent. On voit bien ça, tout ça, c'est le passage de la domination de l'émotionnel à la domination du mental éclairé. Et ce n'est pas si simple à réaliser. Et même si parfois c'est accepté intellectuellement, notre être rechigne à réellement fonctionner ainsi selon les lois fondamentales. Et puis d'autre part, c'est difficile aussi parce que ça semble remettre en question la liberté, notre chère liberté. Parce que si nous ne sommes que le résultat d'un ensemble de lois et de principes, que devient ma liberté ?
Que devient ma liberté si je suis conditionné par des énergies? Que devient ma vie si je ne peux plus prétendre à en être entièrement l'auteur, indépendant et autonome? C'est un ensemble de remises en question très sérieuses et qui font que la plupart du temps, vouloir dépendre et accepter de dépendre de lois ou d'énergie et de conditionnements abstraits fondamentaux n'est pas forcément acceptable du premier coup. Par contre, à l'inverse du domaine des sciences physiques, où seuls des scientifiques très pointus ont véritablement accès, du point de vue des sens intérieurs, c'est par nous tous que ces lois subjectives doivent être mises en évidence. C'est par nos expériences, c'est par notre compréhension subtile, c'est par nos intuitions intérieures que nous pouvons approcher de plus en plus ces principes, ou du moins ces idées, qui, rappelons-le, sont des fragments intelligibles de loi. C'est ce que nous avons vu aussi donc, il y a 3 mois. Toute idée peut être considérée comme un fragment intelligible d'une loi. Mais n'oublions pas, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que gagner en lumière, c'est gagner en compréhension intérieure, et non en acquisition de connaissances. Je dis ça parce que certaines personnes, à la suite de ces enseignements, accumulent ou ont accumulé énormément de connaissances. Et ce n'est pas forcément pour autant qu'elles ont changé intérieurement. La vraie connaissance, avec un C majuscule, transforme intérieurement et fait advenir peu à peu la sagesse. Ce que l'on connaît vraiment, on est en capacité de le vivre. Ce que l'on connaît avec un C majuscule vraiment, on est en capacité de le vivre. Par contre, les connaissances sont souvent un écran à toute véritable transformation intérieure, parce qu'on est souvent persuadé de les vivre puisqu'on les connaît. Combien de fois, même quelquefois sans s'en rendre compte, nous prononçons intérieurement cette phrase « Oui, mais ça, je le vis puisque je le sais. Ah non, mais cette connaissance, non, mais je le connais par cœur, cette théorie. Donc forcément, je la vis puisque je la connais par cœur. » Quel bel écran! Quel mirage! En réalité, bien souvent, on en est bien loin. Et donc, de même qu'un scientifique prouve la validité d'un principe par l'expérience, eh bien nous avons aussi à mettre en œuvre ces principes, ces idées dans notre quotidien pour en démontrer la validité et l'intérêt pour l'évolution de tous. Validité et intérêt pour l'évolution de tous. À nous de faire la preuve. Alors, voyons ce que ça donne dans la pratique. Parce que là, on parle de principes, on parle de lois, mais souvent nous avons l'impression que nous ne connaissons pas grand-chose à tout ça. On se dit, oh là là, moi les enseignements ésotériques, j'ai pas forcément lu, et puis alors s'il faut aller rechercher les lois, les principes, bon, on a vraiment l'impression qu'on est très vite dépassé. En fait, nous allons voir qu'il n'en est rien. En effet, nous allons voir que nous connaissons souvent, sans le savoir, toutes les lois fondamentales, car nous en dépendons depuis toujours. Mais comme nous en vivons la plupart du temps les aspects inférieurs, eh bien nous ne faisons pas du tout le rapport avec une loi ou un principe. En fait, toutes les lois, qu'elles soient internes ou externes, se déclinent sur une très large échelle vibratoire, du plus subtil jusqu'au plus dense, du plus global jusqu'au plus particulier. Par exemple, pendant très très longtemps, personne ne songeait à la loi de gravitation en laissant tomber un objet à terre. Aucun rapport de cause à effet, inimaginable même. De même, on ne pense pas spécialement à la loi d'amour quand on nous présente un électron orbité autour de son noyau, pas plus qu'on ne pense à la loi de service en donnant un coup de main à un copain. Donc on s'aperçoit que finalement nous allons vivre, on va mettre en évidence qu'on vit souvent des choses au niveau du quotidien et qu'elles dépendent toutes de lois fondamentales, mais qu'on ne le sait pas. Et qu'il va falloir simplement remonter l'échelle depuis les choses que nous vivons pour découvrir ce que représente la loi sur un degré beaucoup plus élevé. Et donc, comme nous allons le voir, les lois intérieures sont à la source de tout ce qui existe. Elles s'étendent donc des vibrations les plus hautes aux vibrations les plus basses, ou pour le dire d'une manière plus habituelle et plus psychologique, elles s'étendent depuis les plus hautes qualités jusqu'à ce que nous appelons en général les plus grands défauts. Mais rappelons que un défaut n'est rien d'autre qu'une qualité utilisée personnellement, voire totalement égoïstement, étant donné que toutes les qualités fondamentales sont toutes globales, toutes collectives, toutes en rapport avec l'ensemble. Donc vivre une qualité dans son aspect égoïste et personnel, c'est en faire ce que nous appelons un défaut.
Ainsi, nous allons voir d'une manière pratique que chaque loi, chaque principe, peut être considéré en tant que principe global, ou au contraire à un niveau moindre de conscience en tant que principe purement personnel. Pour commencer, prenons comme exemple la loi d'amour. Bon, alors, je n'entre pas du tout dans les détails des lois que nous allons voir. Là, je n'entre pas du tout dans les détails de cette loi d'amour, parce que nous l'avons vu bien souvent, donc nous n'allons pas répéter. Je fais juste un petit rappel, simplement pour mettre en évidence la déclinaison de cette loi et combien nous la connaissons depuis le début. La loi d'amour, d'unité de tout, est une des lois fondamentales de l'univers, puisqu'elle permet l'assemblage et le maintien ensemble de toutes les formes, qu'il s'agisse de simples molécules, ou bien de formes quelconques, ou bien de systèmes planétaires ou de systèmes galactiques, par l'attraction-répulsion et par la cohésion de tout ce qui existe en un ensemble solidaire. Entendez par là en un tout indéfectible. Alors, les scientifiques comprennent complètement cette loi d'une certaine manière, et nous en avons aussi une certaine interprétation. Nous pouvons interpréter, à notre manière, son universalité. Mais il faut bien se rendre compte qu'il est évidemment impossible, actuellement, de faire toute la lumière sur ce qu'elle représente. Néanmoins, chacun apprend à la découvrir au fur et à mesure de ses existences, puisque, encore une fois, elle se décline du plus global au plus personnel. Voyons ça de plus près. Nous faisons l'expérience tout d'abord de cette loi par la sexualité, le rapport entre les polarités. Puis nous la découvrons par l'affectif, en apprenant à nous aimer nous-mêmes, à nous apprécier. Et puis, en aimant ceux qui nous sont proches. Et puis après, ceux qui sont un petit peu moins proches. Et alors là, l'amour devient un principe personnel, fondamental, qui donne goût à la vie en permettant à chacun de vivre en sympathie, ou non, avec les autres. Et donc ça devient vraiment un principe clé, mais vous voyez, de la personnalité. Et on pense que c'est vraiment quelque chose qui peut s'arrêter là, qui est vraiment au niveau de la personnalité. Et puis au cours de l'évolution, on va reprendre notre échelle, et nous allons apprendre par l'expérience que l'amour peut être tout à fait autre chose qu'un sentiment exclusif et plus ou moins possessif. En développant le respect, puis la reconnaissance de l'autre, nous découvrons que l'amour dans sa version supérieure n'est pas un sentiment. Ça, c'est généralement une révolution quand on découvre ça. L'amour n'est pas un sentiment. Là, on est en train de faire passer l'amour vraiment à un degré beaucoup plus élevé et on relègue justement le principe affectif fondamental pour l'humanité que nous sommes simplement à sa place. C'est un système humain. Alors à ce moment-là, on découvre vraiment ce qu'est l'amour au-delà du sentiment. On comprend que c'est une capacité à prendre en compte tout ce qui nous entoure d'une manière inclusive. En tout cas, c'est comme ça que l'humanité peut commencer véritablement à le percevoir. La prise en compte de tout ce qui nous entoure d'une manière inclusive. Nous sommes prêts alors à passer au niveau du cœur et à la perception unitaire de tout ce qui vit sur Terre d'une manière totalement impersonnelle. Et puis, un peu plus loin, nous pouvons vivre l'amour unité tel qu'il existe sur le plan de l'âme, et même beaucoup plus tard sur le plan de l'esprit. Et à ce niveau, la vision n'est plus celle d'organes reliés en un organisme solidaire, parce qu'à ce moment-là, tout est vu d'abord comme un, avant de percevoir ensuite, secondairement, les composants de cette unité. Ça c'est important. Il faut donc bien voir que quand on est dans cette capacité de percevoir l'amour, on commence par comprendre l'amour en considérant que tout ce qui existe sur Terre et au-delà, et que tout ça, c'est un. Bon. Alors, au début, quand on fait ça, ça ressemble même un peu à une addition d'éléments. Jusqu'au moment où on réussit à passer au-delà de l'addition et qu'on réussit à considérer tout cela, tout ce que nous voyons, tout ce que nous percevons, comme des organes d'un organisme. On commence à percevoir l'organisme derrière ces organes. Lorsqu'on va encore beaucoup plus loin, on n'a pas besoin de passer par tous ces détails, par tous ces éléments-là. Du point de vue de l'âme ou du point de vue de l'esprit, tout est perçu avant tout comme un. On perçoit le un. Et c'est progressivement, en redescendant vers les détails, qu'on perçoit la complexité de ce un. C'est pour ça que l'amour est appelé aussi la loi de l'unité détaillée.
c'est vous montrer un petit peu à quel point il y a une échelle immense du point de vue de l'homme. Et donc, comme nous pouvons le constater, la difficulté ici n'est pas du tout dans la compréhension intelligente de l'unité. En effet, il est très facile d'arriver à imaginer, à comprendre que l'univers est un organisme solidaire et que tout se tient et que tout se touche par les réseaux d'énergie. Il n'y a pas là véritablement de difficulté de compréhension. Non. Le problème, c'est d'arriver à le vivre de l'intérieur. Par exemple, de quels éléments sommes-nous capables de tenir compte dans notre quotidien, dans notre vie? Quel est le plus grand ensemble humain que nous sommes réellement capables de sentir, de toucher, à tel point que nous nous sentons totalement solidaires et que nous le vivons ainsi? C'est là qu'est la difficulté. Un être qui parvient à le faire avec tout ce qui vit sur Terre, c'est ce qu'on appelle un maître de sagesse. Alors, en a-t-il fini avec le principe d'amour? Ah non, pas du tout. Il doit continuer à expanser sa conscience vis-à-vis des autres planètes, du système solaire, puis vis-à-vis des autres systèmes solaires, etc., etc. C'est quelque chose qui est certainement infini. Voilà ce qu'est l'illumination progressive. Nous commençons par expérimenter très simplement dans notre quotidien ce que nous sommes loin d'imaginer d'être un principe fondamental. Puis enseigné par l'expérience, par les sociétés, par la religion, les philosophies, nous en faisons un principe de conduite personnelle. Premier pas. Ce passage est indispensable, bien qu'il développe bon nombre d'attitudes néfastes, puisque l'accent y est mis sur la vie individuelle. Mais nous apprenons de nos erreurs, et encore une fois, c'est un passage indispensable. Puis, nous allons passer en mode impersonnel, et nous allons apprendre à comprendre et à vivre ces principes individuels. Et nous remontons à leur source, nous remontons vers la lumière originelle, la source vibratoire du principe. Enfin, en le vivant, nous allons être capables d'illuminer progressivement le monde. Voilà comment nous passons des systèmes donc tout à fait simples à un principe individuel, à un principe global, et que plus on le vit de l'intérieur, plus naturellement nous en faisons profiter l'ensemble. Alors continuons en tête pratique, puisque nous entrons dans la partie pratique de l'année, et voyons encore ce processus d'illumination progressive à travers 3 principes importants, qui d'ailleurs sont fondamentaux pour nous permettre d'apprendre à mettre en œuvre la loi d'amour. Ces 3 principes correspondent aux 3 premières lois de l'âme. Et nous pourrions les définir comme étant le principe de don de soi, le principe de cohésion de groupe et le principe de service. Et nous allons voir à nouveau combien l'humanité fonctionne à partir de certaines énergies fondamentales qu'elle connaît sans le savoir. Chaque loi, chaque principe est une échelle dont nous gravissons les barreaux un à un. Comme nous allons le voir à nouveau, les premiers échelons ne nous permettent pas de comprendre véritablement le principe. Par contre, les échelons supérieurs qui se trouvent dans la lumière de l'âme le révèlent. Alors, prenons le premier principe, le principe du don de soi. Le principe du don de soi, c'est une énergie qui pousse l'individu à s'effacer au profit de l'ensemble, au profit de la globalité. En effet, ce principe cherche à nous apprendre que nous sommes essentiellement des cellules de l'humanité, qui elle-même d'ailleurs n'est qu'un organe de l'organisme Terre. La personnalité, le moi, doivent perdre donc de leur importance personnelle pour se mettre au service de l'ensemble. L'individuel doit apprendre à se donner à la globalité, ce qui nécessite, vous conviendrez bien, une certaine abnégation. Et donc ce n'est pas évident à réaliser, puisque dans un premier temps, le développement de la personnalité représente l'objectif premier de l'âme, et que ce n'est que dans un deuxième temps que ce principe entre en action. Étant donné l'importance du personnel dans notre civilisation, ça semble bien loin de nous. Et pourtant, encore une fois, nous connaissons bien ce principe au travers de ses déclinaisons et de ses aspects inférieurs. Par exemple, depuis longtemps, dans l'histoire humaine, ce principe a été utilisé et inversé, complètement inversé, par bon nombre de souverains, de dictateurs, de chefs, qui ont obligé des populations entières à se sacrifier au nom d'un prétendu bien commun, et qui n'était en fait rien d'autre que leur intérêt personnel.
Et c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui. Contraindre des populations à se sacrifier au nom d'un prétendu idéal commun est une des pires déformations de ce principe de don de soi. Puis, nous avons fait l'expérience du don spontané de nous-mêmes, du sacrifice d'un intérêt individuel au profit de personnes que nous aimons particulièrement, nos enfants, nos parents, nos amis. Bon, c'est encore très personnel, puisque nos proches, c'est encore notre sphère individuelle. Mais c'est un début. Et puis les religions sont intervenues. Elles en ont souvent fait, à leur tour, un principe personnel. Nous y voilà, principe personnel de servir. Nous indiquant qu'il faut savoir se sacrifier pour ceux qu'on aime. Il faut savoir sacrifier la vie terrestre au profit de la vie spirituelle. Et nous avons agi dans ce sens. Et puis, nous avons progressivement et spontanément accepté de sacrifier une partie de notre confort, de notre tranquillité. Nous avons accepté de donner du temps, de l'argent, de l'énergie, pour des causes qui nous paraissent importantes, qui sont au-delà de nous, qui nous dépassent. Et plus nous remontons dans le perçu subtil de ce principe, plus nous remontons dans sa lumière, et plus il nous apparaît évident que l'existence individuelle doit se resituer dans son ensemble. Par exemple, Montesquieu, dans son livre sur les pensées, écrivait « Si je savais quelque chose utile à ma famille, et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie, mais qui fût préjudiciable à l'Europe, ou bien qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je le regarderais comme un crime. » Montesquieu. Voilà un bel exemple d'intérêt personnel qui s'efface devant l'intérêt de l'ensemble, ou bien l'intérêt de petits groupes qui s'effacent au profit de groupes plus importants. Là, on est vraiment dans cette loi du don à l'ensemble. Et puis, plus nous allons remonter dans la lumière de l'âme, et plus nous percevons combien nous devons nous resituer complètement, non seulement dans l'humanité, mais au sein de la planète tout entière. Et puis, dans le même temps, nous savons également à concevoir l'effacement progressif de la personnalité vis-à-vis de l'être véritable que nous sommes, l'âme. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons évoqué le mois dernier avec la parole clé des Gémeaux lorsque l'âme dit « Je reconnais mon autre moi », en parlant de la personnalité, et dans l'effacement de ce moi, je crois en lui. C'est vraiment la mise en œuvre de cette loi. Et encore une fois, comme nous pouvons le constater, tout ça est facile à comprendre. Ça n'a rien d'un concept nouveau. Mais qu'en appliquons-nous? Mais qu'en vivons-nous? La progression dans la lumière réside dans notre capacité à le vivre de l'intérieur, ce principe, à le vivre d'une manière tellement intense que nous ne pouvons plus échapper à son application dans notre vie. Plus nous mettons en lumière mentalement et sensiblement ce concept, et plus nous percevons combien nous sommes intensément individualistes, et qu'il n'est pas simple de répondre tout le temps à ce principe qui nous amène d'ailleurs à aborder le suivant directement. En effet, le deuxième principe concerne la vie de l'ensemble, la cohésion de groupe. C'est une énergie qui incite l'humanité à se considérer comme un tout. Ce principe met en évidence que le sens de la vie humaine n'est perceptible qu'ensemble, et que la vie n'a effectivement aucun sens prise individuellement. Encore une fois, c'est une évidence lorsqu'on sait que l'âme est groupe, que l'âme ne connaît pas l'individualisme, et que c'est en tant qu'ensemble qu'un plan d'amour est à mettre en œuvre sur Terre. Effectivement, sans les autres et sans les autres règnes, on n'existerait pas. Nous sommes le produit d'un ensemble et la coopération est une nécessité indispensable. Et quand nous voyons l'humanité actuelle, cherchant à tout prix à donner du sens à des parcours individuels, chacun cherchant à réussir sa vie et non la vie planétaire, et là encore, on se dit que, oulala, mais on est bien loin de ce principe, vraiment, on n'est pas prêt d'y arriver. Mais là encore, c'est un principe que nous connaissons depuis longtemps et que nous pratiquons depuis longtemps sur les niveaux personnels. Par exemple, des phrases telles que « l'union fait la force » sont directement en rapport avec ce principe. Et une telle phrase met en évidence l'intérêt de se grouper, en particulier contre l'adversité. Nous expérimentons également tous les jours, tant dans le travail que dans le sport, l'esprit d'équipe et sa supériorité sur l'individualisme.
On peut dire aussi que si on est pressé, si on se dit qu'on n'a pas le temps d'attendre tout le monde et qu'on se débrouille mieux tout seul, alors il est intéressant de réfléchir profondément pour en tirer toutes les conséquences à la phrase « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Nous voyons bien dans notre société combien ce principe émerge de manière de plus en plus claire par la multiplication des associations, à travers le partage d'objets, d'habitations, de jardins. Nous sommes de plus en plus dans l'ère du covoiturage, colocation, etc. Et donc c'est vraiment un principe que nous connaissons depuis très 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 longtemps. Cette tendance à se regrouper pour être ensemble, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est seulement maintenant que nous commençons à aborder les sphères supérieures et à en percevoir l'aspect abstrait. Donc si nous remontons un peu plus vers l'abstrait, vers le monde de l'âme, nous nous rapprochons du principe essentiel. Il apparaît, comme nous l'avons dit précédemment, que l'âme est groupe et que c'est vraiment en tant que groupe qu'elle agit sur Terre, qu'elle participe à l'évolution avec les autres règnes. Toutes les âmes sont assemblées en groupes subjectifs et là aussi, le travail n'a pas de sens. Le travail individuel n'a strictement aucun sens. Et c'est pourquoi aussi la réincarnation n'est pas du tout dictée par des arrangements personnels, comme on le croit quelquefois. Quand est-ce que je me réincarne? Mais par la nécessité d'avoir telle ou telle équipe de travail spécifique à un moment donné. Voilà pourquoi nous nous réincarnons en groupe, en génération entière. Ça nous explique aussi pourquoi ces principes, nous n'avons pas à méditer seuls et pour nous-mêmes, mais que nous avons à méditer en tant qu'ensemble, pour l'ensemble, humanité. Et c'est pourquoi, lorsque nous sommes physiquement seuls, il est important de se relier à toutes les personnes de notre connaissance qui méditent, à tous les méditants du monde, pour rejoindre ce groupe. Et lorsque parfois le découragement nous prend, souvenons-nous que nous ne méditons pas pour nous, mais pour l'ensemble. Et c'est particulièrement important lorsqu'il s'agit de canaliser les énergies présentes au moment des pleines lunes. Là, il faut bien voir que ce n'est qu'en se reliant à un réseau subjectif de méditants que nous pouvons y parvenir. Là, nous touchons véritablement les subtilités de ce grand principe. Mais vous voyez que depuis les premiers temps, nous le vivons chacun à notre manière et que nous ne faisons que remonter cette graduation pour l'amener de plus en plus dans la lumière. Et puis, ce deuxième principe, mine de rien, il nous permet aussi d'aborder beaucoup plus clairement le troisième principe. Ce troisième principe, il fait émerger la puissance créatrice de l'humanité sur Terre. Il fait émerger son rôle de serviteur du plan d'amour. Et ce troisième principe, il met en évidence que l'humanité vraiment doit se mettre au service du plan sur Terre. Nous sommes essentiellement des médiateurs entre les règnes suprahumains et les règnes subhumains. Nous avons donc à faire passer, comme nous l'avons vu aussi la fois dernière, à rayonner les qualités essentielles auxquelles nous sommes capables de nous relier vers l'ensemble des vies sur Terre. Ce grand principe de service nous est lui aussi bien connu par ses aspects inférieurs et par ses inversions. L'humanité a été pendant très longtemps divisée en deux, ceux qui étaient servis et ceux qui servaient, et parfois dans des conditions inhumaines d'esclavage. Cette situation tend progressivement à se résorber, mais elle est encore bien répandue tant au niveau de la famille qu'au niveau de la société, au niveau des États. Beaucoup trouvent encore normal, de par leur statut imaginaire, d'être servis. Le principe des services a été le plus souvent mis en évidence, une fois de plus, par les religions. En effet, chacun devait apporter sa contribution à la communauté, faire des gestes par rapport aux pauvres, aux malheureux et à ceux qui souffrent, faire la charité. Et une fois de plus, cela a été érigé en principe personnel. Principe personnel à mettre en œuvre pour gagner le paradis. Et c'est la raison pour laquelle toutes les œuvres d'entraide jusqu'au XIXe siècle, toutes les œuvres de bienfaisance ont toutes été d'abord des organisations religieuses. Et puis ce principe de service a gagné le monde laïque. Il ne s'agissait plus alors de répondre à une morale ou de répondre à des obligations religieuses, mais de répondre à un élan de solidarité vis-à-vis des autres. Et de nos jours, ce principe ne cesse de croître aussi bien à l'intérieur des sociétés qu'à l'international.
Rendre service, se rendre utile, est devenu un principe personnel important dans nos sociétés actuelles. Beaucoup de personnes qui s'interrogent sur l'utilité de leur vie, se demandent à quoi elles servent, rejoignent les rangs de ceux qui répondent à différentes causes, que ces causes soient humaines, animales, ou végétales, ou d'autres. Et à partir de là, on peut dire que c'est notre manière actuelle de répondre à ce principe créateur, à ce principe personnel de service. Lorsque nous remontons dans la lumière, pour nous rapprocher de la source véritable de ce principe, nous allons découvrir un mode de service très très différent parce que complètement dématérialisé. Nous allons découvrir tout d'abord que le véritable serviteur, c'est l'âme. C'est l'âme qui tout d'abord rayonne à travers la personnalité qui devient médiatrice de ses qualités. C'est, comme nous l'avons vu le mois dernier, la capacité d'interaction entre le réseau d'âme et le réseau éthérique. Et lorsque nous servons d'intermédiaire à l'intérieur de ces réseaux, les qualités présentes sur les réseaux d'âme irradient sur le réseau éthérique et contaminent tout ce qui est sur les réseaux. Alors, nous pouvons dire qu'à travers ça, nous illuminons alors le monde à notre mesure, non pas par les services rendus, pratiques, mais uniquement par le rayonnement des qualités qui viennent à se frayer un chemin au travers de notre personnalité. Et ces qualités, si on regarde bien, elles transforment complètement notre manière de vivre au fur et à mesure, et elles participent à la transformation des autres. Par exemple, c'est aussi ce que nous pouvons percevoir à travers le charisme particulier que dégagent certains grands sages. Et puis, l'âme cherche aussi à illuminer le monde à travers le mental, à travers des idées de plus en plus lumineuses. C'est ce dont il est question ici ce soir, et c'est le travail que nous cherchons à faire à travers toutes ces conférences. Ce service est naturellement un petit peu plus complexe parce qu'il nécessite un travail de méditation, comme nous en avons parlé il y a 3 mois, avec les énergies béliers. En effet, il s'agit de remonter le plus possible dans le silence de l'abstrait. Et c'est ce qu'on appelle maintenir le mental dans la lumière, de manière à être réceptif aux vibrations subtiles que nous pourrons plus tard organiser en idées. Et cela nécessite de ne pas en rester au niveau du principe personnel, mais de chercher constamment à remonter au niveau global. Et c'est ainsi que nous révélons la lumière essentielle à l'origine de toutes les idées. En même temps, nous montrons combien l'humanité s'est attachée le plus souvent à des principes individuels. On a fait des croyances auxquelles elle tient et qu'elle n'a pas envie de lâcher. Éclairer les idées aide l'humanité à sortir de l'obscurantisme de la forme pour aller de plus en plus vers l'essentiel. Donc, comme on peut le voir à travers ces 3 principes, la question des idées nouvelles est souvent une question mal posée. Quand nous croyons que nous devons absolument illuminer le monde avec des idées novatrices, inédites. Comme nous venons de le voir, l'humanité connaît actuellement toutes les lois importantes à mettre en œuvre dans le cadre d'une société nouvelle. Naturellement, en 500 ans ou dans 1000 ans, il y aura certainement d'autres choses à découvrir, mais pour l'instant, si on se dit, avons-nous les moyens de découvrir les idées qui vont vraiment faire évoluer le monde? Oui. Parce que ces idées, ce sont des fragments intelligibles de lois que nous connaissons depuis fort longtemps, puisque nous les vivons. Il reste simplement à pouvoir remonter le long de ce que nous vivons vers ces lois fondamentales. Alors, on pourrait dire, d'accord, l'humanité connaît toutes ces lois, mais c'est pas pour ça qu'elle a toutes les idées. Ah non, c'est certain. Nous n'avons pas encore toutes les idées qui découlent de toutes ces lois. Et c'est ce travail qu'il faut effectivement poursuivre. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas d'un nouveau savoir dont nous avons besoin, mais d'arriver à remonter un à un les barreaux de l'échelle de chacune des lois, pour sortir des principes personnels et entrer progressivement dans ce que ces lois nous révèlent. Pour ne parler que des exemples que nous avons pris, il n'y a vraisemblablement rien de nouveau dans les mots que j'ai pu prononcer. Nous savons l'importance qu'il y a à sacrifier, l'importance personnelle au bénéfice de l'ensemble. Nous savons que l'âme est groupe, et que c'est en tant que tel qu'il peut y avoir réalisation du plan sur Terre. Nous savons que le service est immatériel, et que la plupart du temps il est invisible, parce que c'est l'émanation de l'âme à travers la personnalité. Nous savons que ces 3 principes nous permettent d'avancer dans l'amour. Ce n'est donc pas dans ce savoir qu'il faut rechercher le progrès, c'est dans le vécu intérieur.
Les mots seront toujours les mêmes, inchangés. Mais ce qu'ils contiennent est infini. Ce qu'ils contiennent est infini. C'est ce que nous avons vu par exemple avec le mot amour. Amour physique, l'amour filial, l'amour passionnel, l'amour jaloux, l'amour du chocolat, l'amour du sport, l'amour de la musique, l'amour de Dieu, l'amour tel que nous en a parlé Jésus, l'amour du point de vue du système solaire ou l'amour cosmique. C'est toujours le même mot. Mais ce qui s'y vit va du plus élevé au plus bas de l'échelle vibratoire. Voilà pourquoi comprendre intellectuellement un mot ne dit rien. Et ne croyez pas que c'est spécifique au mot amour, on peut le faire avec n'importe quel mot, puisque tout se décline depuis les lois fondamentales. Et donc, il faut bien se rendre compte que chacun a sa portée, comme la petite bougie de tout à l'heure. Chacun est en mesure d'illuminer le monde pour peu qu'il prenne conscience de son pouvoir intérieur, d'être un échantillon de lumière. Alors on pourrait dire que ce sont les étincelles que nous avons dans les yeux qui permettent d'illuminer le monde. On pourrait percevoir que ce sont les étincelles que nous avons dans le cœur qui font croître la lumière et tous les accords entre les rayons. Et puis, à nous de démontrer que ce sont les étincelles que nous mettons dans nos mots qui nourrissent le bon, le bien, le vrai. Ou au contraire, alimentent les désaccords et les divisions. Illuminer le monde, c'est lui donner un éclairage, c'est le rendre beau, c'est percevoir son vrai et son bien, qui cherche à éclore. Et là, quelquefois, on peut se poser une question, puisqu'on est vraiment complètement dans l'abstrait. Mais aller comme ça de plus en plus dans l'abstrait, est-ce que ça ne nous éloigne pas finalement d'une efficacité par rapport à une action concrète sur le monde? Ça, c'est une question qui a été souvent, et qui est quelquefois encore souvent posée en scientifiques, qui font des recherches sur le cosmos ou sur les mathématiques pures. On leur demande, mais est-ce que vous savez à quoi ça sert? Pas la moindre idée. Est-ce que vous savez dans quel but de recherche vous faites ça? Pas du tout. C'est la connaissance pure. Et souvent, la réaction, c'est n'est-ce point là de l'argent perdu? Quand on voit l'argent que coûte, par exemple, un accélérateur de particules, est-ce que finalement, il n'y aurait pas mieux à faire, à mettre cet argent dans l'économie mondiale, dans la pauvreté, etc. Est-ce qu'on peut pas mettre vraiment cet argent en pratique, plutôt que financer comme ça des recherches dont on se dit que peut-être elles vont jamais servir à rien? Cette question, qui était très fréquente il y a encore quelques temps, l'est de moins en moins. Parce que tout le monde prend quand même conscience, progressivement, combien toute avancée théorique a toujours des retombées technologiques pratiques. Parce qu'on s'étonne de plus en plus des technologies modernes et qu'on se demande mais où vont-ils chercher tout ça? Comment peut-on, d'où ça vient? Et qu'on nous explique que ça vient de la capacité humaine à pénétrer de plus en plus ces lois, qui a priori ne nous disent pas du tout comment fabriquer un téléphone portable, mais qui justement, à partir du moment où on les comprend dans leur essence, eh bien, il y a des fragments intelligibles de ces lois que nous appelons des idées, et ces idées, eh bien, certaines se mettent en place, et puis certaines vont servir à construire des téléphones portables. Et donc, on comprend que finalement, toutes les conséquences de ces lois peuvent avoir véritablement donc des effets sur le plan pratique. Par exemple, pour voir combien c'est encore en cours de route, si nous savons bien utiliser l'électricité, ça on l'utilise parfaitement. En fait, sa nature fondamentale n'est pas encore complètement éclaircie. Il est vraisemblable que tous les phénomènes de l'univers puissent finalement s'interpréter en termes d'électricité. Et il est évident que le jour où nous comprendrons de mieux en mieux les lois cosmiques de l'électricité, les retombées en seront conséquentes et totalement révolutionnaires pour notre vie pratique, telles que par exemple l'énergie libre. Et il faut bien voir que ce n'est pas en la cherchant directement, ce n'est pas en faisant directement des recherches sur l'énergie libre que nous la trouverons, mais en comprenant de mieux en mieux abstraitement les lois qui organisent l'univers, que finalement, et en redescendant de ces lois, on tombera dessus, comme par hasard, mais d'ailleurs en partant du haut, en partant de l'abstrait. Je vous donne cet exemple du point de vue de la physique parce que c'est intéressant de voir que pour nous, c'est exactement identique du point de vue de la recherche intérieure. Quand nous cherchons à répondre aux problèmes du monde,
quand nous cherchons à rendre service, à être utile, nous nous posons souvent la question, mais que faut-il faire? Et la réponse qu'il faudrait avoir, c'est avançons vers l'abstrait. Allez, avance vers l'abstrait, avance vers le global. Avançons vers les principes essentiels, vers la lumière, vers l'amour, parce que c'est ça qui finalement aura des retombées importantes dans notre vie, dans la vie de la société et du monde, même si ça n'apparaît pas dans un premier temps. Vous voyez le parallèle avec la physique. Alors évidemment, aller vers l'abstrait, au moment même où nous nous posons des questions d'efficacité concrète, ça nécessite une grande confiance dans le fait que c'est bien la conscience qui crée des formes. Et c'est précisément ce que nous avons démontré. Tout avancer vers l'abstrait, tout avancer vers les principes essentiels, vers la lumière et l'amour, a toujours des retombées importantes dans notre vie, et par conséquent, partout, dans la société et dans le monde. Par conséquent, allons vers la lumière. Convertissons-la progressivement en idées à valeur d'application. Cherchons à amener chacun, autant que faire se peut, à son niveau, à faire de même. En fait, nous savons combien l'humanité actuellement est encore réactive et manipulable, amenant certains à réagir en lançant sur les réseaux sociaux des formulations qui enflamment les foules. Et donc nous savons combien il est important de conduire les gens à penser par eux-mêmes. Dans le monde de demain, il est vraiment important que nous développions des idées nouvelles, afin qu'elles s'incarnent et remplacent les contagions émotionnelles qui envahissent les espaces de communication, et puis qui donnent à la méfiance, à la peur et au rejet, à l'exclusion, une place qui n'est en rien celle d'un monde où il fait bon vivre. Rendons-nous bien compte que l'enflammation est une inflammation, alors que l'illumination est une révélation. Et que parfois nous nous enflammons pour une idée, nous nous enflammons en pensant que ça, c'est super, c'est génial, mais c'est purement émotionnel. L'enflammation n'est pas une illumination. L'illumination, c'est une révélation non émotionnelle, calme. C'est à cette distinction que nous devons travailler et ne pas alimenter l'inflammation et nourrir l'illumination. Chérir le monde, c'est vraiment le révéler dans son essentialité, dans sa lumière. Les scientifiques le font d'une manière structurelle, et comme nous pouvons le constater, il en résulte vraiment un mieux vivre physique. À nous, de notre côté, de le révéler d'une manière qualitative, pour qu'il en résulte un mieux vivre aussi, mais de relations harmonieuses entre nous. Il faut donc bien concevoir que, ce mois-ci, l'énergie cancer, à laquelle nous sommes confrontés, est une énergie de naissance, une énergie d'accouchement, accouchement de la lumière. Et donc nous avons tous à être comme des sages-femmes, car la sage-femme est celle qui sait accompagner le passage de l'intérieur vers l'extérieur. La sage-femme soutient, accompagne ceux qui cherchent à s'incarner. On pourrait dire qu'elle est le passage obligé pour rendre tangible ce qui est encore évanescent, non existant. Nous avons donc tous à devenir sage-femmes ou sage-hommes pour accompagner la naissance d'idées plus riches en qualités essentielles. Mais pour pouvoir donner naissance, chacun d'entre nous est d'abord invité à une véritable renaissance. Mais il faut bien réaliser que toute renaissance nécessite de nombreuses petites morts. Et c'est pour ça que l'énergie cancer, vécue dans ses aspects inférieurs, est une énergie de conservation. C'est une énergie de peur de mourir, de peur de perdre, en voulant tout garder comme avant. On n'a pas envie de toutes ces petites morts. Mais si on ne fait pas toutes ces petites morts, il n'y aura jamais de renaissance. Si on tient à tout ça, on n'ira jamais de l'avant. Ah oui, 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 mais on ne sait jamais. Oui, 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 mais j'ai peur. Ah oui, oui, non, mais je conserve. Ah non, non, mais je garde tout. Belle dualité à laquelle nous pouvons être confrontés ce mois-ci. Alors, par rapport à cette renaissance, on peut dire que c'est le moment de réinterroger nos idées essentielles, de réinterroger nos pensées. C'est un excellent moyen pour découvrir ce qu'il y a de nouveau. Se donner des thèmes de réflexion agit comme un réceptacle des énergies que nous avons vécues, souvent sans les mettre en mots. C'est donc l'occasion de nous surprendre nous-mêmes à penser les choses d'une manière nouvelle. Par exemple, sur quoi mettons-nous l'accent dans notre vie? Que comprenons-nous?
Qu'est-ce qu'on soutient? Quel espace de compréhension et d'amour éclairons-nous? Ou bien, que pensons-nous du rôle de l'humanité sur Terre? Quels principes cherchons-nous à amener? Comment vivons-nous les trois principes de don de soi, de conscience de groupe et de service que nous avons évoqués tout à l'heure? Les réponses, les mots, peuvent être exactement les mêmes que l'année dernière ou que le mois d'avant, ou pas. Mais de toute façon, il est intéressant de cerner surtout la manière nouvelle de les vivre, dans la résonance intérieure. C'est ce nouveau-là que nous cherchons, auquel nous devons être attentifs. Et puis, une fois que tout cela sera précisé en nous, mis en mots, compris, intégré, alors il ne restera plus qu'à partager tout ça par rayonnement et en idées. On dit souvent que l'énergie cancer, c'est aussi le mois de la rénovation. Et on a envie de tout rénover, du sol au plafond. Mais cela concerne-t-il notre monde extérieur ou notre monde intérieur? C'est le mois idéal pour faire des mises à jour dans tous nos anciens programmes qui datent parfois de plusieurs années. Il faut bien concevoir qu'un ordinateur sur lequel nous n'avons pas fait de mise à jour pendant 7 ans est totalement obsolète. Vous pouvez le balancer. D'accord, si nous nous en servons seulement comme machine à écrire, il se peut que nous ne nous en apercevions pas et qu'il continue pendant longtemps à nous servir. Si nous restreignons comme ça l'usage, bah oui, vous ne nous sert qu'à ça. Bon, bah d'accord, tout va bien. Par contre, si nous l'utilisons comme moyen de communication avec le monde, nous nous rendrons vite compte de son obsolescence. Nous sommes exactement pareils. Nous avons tendance à fonctionner sur de vieux programmes, en oubliant complètement les mises à jour, en pensant qu'on va le faire plus tard. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que vous pouvez plus mettre à jour parce que votre système est obsolète. Eh bien, il faut se rendre compte de nous, heureusement, nous, les mises à jour sont toujours disponibles à vie, quel que soit notre âge, mais pensons à le faire. Et le mois du cancer est véritablement une très belle occasion pour le faire. C'est à nous de télécharger vraiment les dernières versions disponibles que notre âme met à notre disposition. Alors, tous à nos téléchargements. Et je vous propose de commencer dès maintenant avec la méditation. Nous fermons les yeux et nous nous concentrons au niveau frontal. Et la première chose que nous avons à faire, c'est justement de bien imaginer, comme nous l'avons la fois dernière, le réseau éthérique sur lequel nous sommes. Ce réseau éthérique qui nous met tous en rapport les uns avec les autres. Et réaliser que nous sommes un. Et particulièrement un avec tous les méditants. C'est toujours ensemble que nous méditons. Une fois cette unité réalisée, nous remontons vers le sommet de la tête, vers l'âme que nous sommes. Et cette rencontre avec l'âme ressemble toujours à une rencontre avec des qualités essentielles, comme la lumière, l'amour, la volonté. Et c'est en devenant plus particulièrement l'une de ces qualités que nous devenons vraiment l'âme que nous sommes.
Et là encore, nous avons affaire à un réseau. L'âme est réseau, l'âme est groupe. Alors en tant qu'âme, nous cherchons à nous relier plus particulièrement à notre mental, notre faculté de recevoir les vibrations subtiles. Nous ne nous relions pas à notre mental concret, celui qui n'arrête pas de bouger et qui pense, mais celui qui est silence et qui s'oriente dans la direction des vibrations qui viennent de l'âme. Et là, nous maintenons un temps, ce qu'on appelle le mental dans la lumière, pour qu'il s'imprègne comme une plaque photographique. Et puis pour aider à la concrétisation mentale, nous allons nous servir d'un support, d'une semence. Pour cela, vous allez chercher une question fondamentale, une question importante, que vous vous posez en ce moment, ou que vous vous êtes posée récemment, ou une question qui vous titille régulièrement. Essayez de formuler cette question le plus simplement et le plus clairement possible. Alors, toujours en maintenant le mental dans la lumière, nous posons cette question dans la lumière de l'âme, et à nouveau nous faisons silence, comme pour écouter les échos de la réponse. Car si nous avons la question, nous avons la réponse.
Il y a peut-être des bribes de réponses qui apparaissent, des hypothèses, des suppositions. Mais si rien n'apparaît, c'est que simplement nous sommes toujours en plein téléchargement. Si nous avons des éléments de réponse, ne croyons pas que c'est la réponse. Il peut être important de continuer cette méditation pendant tout le mois, de manière à laisser toute la rénovation se faire pleinement. Puis depuis le mental, nous allons imaginer que nous expirons l'idée dans le réseau éthérique, en sachant pas du tout ce qu'elle est, et simplement en faisant passer à travers nous, à travers le groupe que nous sommes, et nous la laissons passer à travers le réseau éthérique. Nous prenons quelques instants pour intégrer ce que nous venons de vivre ensemble, soit à travers la conférence, soit à travers la méditation. Et nous le faisons en revenant au niveau du centre frontal. Bien. Ok. Eh bien, voilà pour ce soir. Nous voulons vous prévenir que pour des raisons de calendrier, la prochaine conférence n'aura pas lieu dans un mois, mais dans 3 semaines. Donc les énergies Lion, nous les avançons parce que cette année, comme je vous expliquerai, il y a 2 pleines lunes Lion, donc on vit un moment important sur cette énergie. Et donc nous allons vivre cela la prochaine fois, donc dans 3 semaines. Merci à vous tous, bonne soirée et bon mois de rénovation.